Le son fut sec, brutal, comme le craquement d'une branche morte dans le silence d'une forêt endormie. Mais nous n'étions pas dans une forêt. Nous étions dans le grand salon d'un hôtel particulier parisien, sous la lumière spectrale de lustres en cristal de baccarat qui valait bien plus que ce que la plupart des gens gagneraient en une vie entière de labeur. La brûlure sur ma joue gauche s'est d'abord manifestée par un picotement insidieux, avant de se transformer en un incendie dévorant, une vague de feu qui consumait mon visage. La musique, un quatuor à cordes qui jouait une sonate de Mozart avec une perfection mécanique, c'est une nette. Les rires de la haute société parisienne, aussi faux et fragiles que du verre soufflé, se sont brisés en 1000 morceaux de silence. Des centaines de pères d'yeux, curieux, avides, choqués, étaient rivés sur moi, ou plutôt, sur nous. En face de moi se tenait Léo, mon mari depuis 4 ans. Sa main était encore levée, suspendue dans les airs comme une menace inachevée, tremblant légèrement. Ses yeux, habituellement si charmeurs, ne trahissaient aucun regret, seulement une fureur aveugle, une arrogance crue et inébranlable. Derrière lui, sa sœur Manon, la princesse de la soirée, la nouvelle fiancée dont on célébrait l'union future avec un héritier de l'industrie, souriait. Oui, elle souriait. Un sourire minuscule, venimeux, une expression de satisfaction pure et perverse de me voir ainsi humilié devant le tout Paris. Je t'avais dit de te taire, Chloé, siffla Léo, sa voix assez forte pour que les tables voisines, occupées par des barons de l'industrie et des vieilles familles aux noms à particules, puissent l'entendre. Tu ne vas pas gâcher la soirée de ma sœur avec tes histoires de petites bourgeoises avares. Tu es une honte. Je portai instinctivement la main à ma joue. Ma peau était en feu, mais étrangement, mon cœur s'était transformé en un bloc de glace. À cet instant précis, alors que l'écho de la gifle résonnait encore contre les murs recouverts de boiseries dorées et de soieries anciennes, quelque chose est mort en moi. L'amour est mort, la patience est morte, et la femme soumise qui avait financé les caprices de cette famille de parasites pendant près d'une demi-décennie est morte avec eux. Léo s'attendait à ce que je pleure. Il s'attendait à ce que je m'enfuis en courant, couverte de honte, comme je le faisais autrefois lorsque sa mère, Valérie, me lançait des piques subtiles et assassines lors des dîners dominicaux. Il s'attendait à ce que plus tard, dans l'intimité de notre chambre, je lui demande pardon de l'avoir mis en colère. Mais Léo ne savait pas qu'il venait de commettre l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Il ne savait pas que cette gifle ne m'avait pas brisé, elle m'avait réveillé. Je l'ai regardé droit dans les yeux, puis j'ai baissé lentement ma main. Pas une seule larme ne perla sur mes cils. Tu as raison, Léo, dis-je d'une voix si calme, si posée, qu'elle a donné des frissons à la femme assise à la table d'un accent grave côté, une comtesse dont le diadème semblait soudain moins brillant. Je suis une honte. Une honte d'avoir permis que tu oublies qui paie pour le sol que tes pieds foulent en ce moment même. J'ai tourné les talons sans un mot de plus. Le son de mes escarpins Manolo Blahnik résonna avec une autorité nouvelle sur le marbre de Carrare du vestibule tandis que je me dirigeais vers la sortie monumentale. « Chloé, reviens ici !» hurla-t-il, sa voix perdant de son assurance. « Si tu franchis cette porte, ne te donne même pas la peine de revenir. » Je me suis arrêté une seconde sur le seuil, sans me retourner. Un sourire glacial se dessina sur mes lèvres, un sourire que personne ne pouvait voir. « Ne t'inquiète pas, mon chéri. Non seulement je ne reviendrai pas, mais toi non plus, tu ne resteras pas. » Ce soir-là, Léo m'a giflé devant l'élite de Paris. Ce qu'il ignorait, c'est que je n'allais pas seulement emporter ma dignité avec moi. J'allais emporter mon nom. Et avec mon nom, tout le reste s'en irait. Avant de vous raconter comment j'ai démantelé la vie de mon mari pièce par pièce, jusqu'à ne lui laisser que le vide, j'ai besoin de vous demander une faveur très importante. Si vous avez déjà eu le sentiment que quelqu'un profitait de votre gentillesse, ou si vous détestez la violence et l'injustice autant que moi, alors cliquez sur le pouce bleu de cette vidéo maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Ce que je suis sur le point de faire à la famille de Montaigne est la définition même de la justice poétique et, croyez-moi, vous voudrez voir la fin. Pour que vous compreniez pourquoi cette gifle a été le détonateur d'une guerre nucléaire, vous devez connaître le contexte. Vous devez savoir qui sont les de Montaigne. J'ai rencontré Léo à l'université, sur les bancs d'HEC. Il était charmant, séduisant, avec cet air de garçon bien né, issu d'une vieille famille. Son nom, de Montaigne, avait un certain poids à Paris, ou du moins, il en avait eu un 50 ans plus tôt. Ce n'est qu'après notre mariage que j'ai découvert la terrible vérité. Les de Montaigne étaient complètement ruinés. Ils vivaient d'apparence,
de crédit à la consommation, et de la vente discrète des bijoux de l'arrière-grand-mère. Moi, en revanche, je venais d'un milieu modeste. Mon père était mécanicien dans un petit garage de banlieue, ma mère institutrice. Mais j'avais un don pour les affaires. À 26 ans, j'ai fondé ma propre société de logistique internationale. À 29 ans, lorsque j'ai épousé Léo, j'étais déjà millionnaire, à la tête d'un empire en pleine expansion. Léo et sa famille, sa mère Valérie et sa sœur Manon, m'ont vu comme la solution providentielle à tous leurs problèmes financiers. Au début, ils ont déguisé leur avidité sous les traits de l'amour et de l'affection. Mais peu à peu, ils se sont révélés être ce qu'ils étaient vraiment, des sangsues. Chloé, ma chérie, il faudrait vraiment refaire la toiture de la maison de campagne familiale, elle prend l'eau, disait Valérie. Et je payais. Chloé, Manon a besoin d'une nouvelle voiture, pour sa sécurité, tu comprends. Et je payais. Chloé, Léo a cette idée de start-up, il a besoin d'un investissement pour se sentir utile, pour retrouver sa fierté d'homme. Je payais, et l'entreprise échouait systématiquement, engloutissant des centaines de milliers d'euros. Je payais tout. La grande maison de campagne où nous vivions, en Normandie, était à mon nom. Mais j'avais laissé Valérie raconter à ses amis que c'était un héritage des deux Montaigne pour ne pas les humilier. Les voitures de luxe, les vacances aux quatre coins du monde, les costumes sur mesure de Léo, tout sortait de mes comptes en banque. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la soirée de fiançailles de Manon. Manon allait épouser Lucas, un jeune homme fortuné, et les deux Montaigne voulaient l'impressionner, lui et sa famille. Valérie avait exigé une fête à 50 000 euros. J'avais accepté, pour avoir la paix. Mais ce soir-là, quelques minutes avant la gifle, Valérie m'avait coincé dans l'office, près des cuisines de l'hôtel particulier. Chloé, m'avait-elle dit avec ce sourire mielleux que je haïssais tant, le fiancé de Manon a mentionné qu'ils aimeraient beaucoup une lune de miel à Bora Bora. Je leur ai déjà dit que tu la leur offrirais. C'est un petit geste, 20 000 euros. Une bagatelle pour toi. Valérie, j'ai déjà payé pour toute cette soirée, avais-je répondu, une immense lassitude m'envahissant. Je ne paierai pas pour la lune de miel. C'en est assez. Comment oses-tu ? Était intervenue Manon, qui avait tout écouté depuis le couloir. Tu es d'une avarice sordide. Tu as épousé mon frère uniquement pour grimper dans l'échelle sociale. Tu nous dois tout. Moi, vous devoir quelque chose ? J'avais éclaté d'un rire sans joie. Manon, ton frère n'a pas travaillé un seul jour au cours des 3 dernières années. C'est moi qui maintiens toute cette mascarade à flot. C'est à ce moment que Léo est entré. Il a vu sa mère et sa sœur, le visage déformé par l'indignation, et comme toujours, il a choisi son camp sans hésiter. « Qu'est-ce que tu fais à ma mère, Chloé ?» a-t-il demandé, son ton déjà agressif. « Elle refuse de payer le voyage, Léo ?» a pleurniché faussement Manon. « Elle m'a insulté. Elle a dit que nous étions des parasites. » Léo s'est tourné vers moi, les yeux injectés de sang à cause du champagne qu'il avait bu sans modération. « Demande pardon immédiatement. Et signe le chèque. »« Non, » ai-je dit fermement, sentant une nouvelle force en moi. Le robinet est fermé. Léo m'a alors saisi brutalement par le bras et m'a traîné vers le grand salon, essayant de m'intimider devant tout le monde. « Ne me fais pas honte ici, Chloé. » Paix. J'ai dit non. Et c'est là que la gifle est partie. Le coup qui a brisé le contrat silencieux de notre mariage. Il pensait me remettre à ma place. En réalité, il était en train de me libérer. Je suis sorti du salon, la tête haute, et je suis monté dans ma voiture. Je ne suis pas rentré à la maison. Je savais que si j'allais à la maison de campagne, ils arriveraient plus tard, ivres, pour me hurler dessus ou tenter de me manipuler avec des excuses vides de sens. Je me suis rendu à l'hôtel Ritz Paris, sur la place Vendôme. J'ai demandé la suite présidentielle. J'ai payé avec ma carte personnelle, la seule à laquelle Léo n'avait pas accès. Je me suis assise sur le lit king size, la joue encore lancinante. Je me suis regardé dans le grand miroir baroque. J'ai vu la marque rouge de ses doigts sur ma peau. J'ai sorti mon téléphone. Il était 23 heures. J'ai composé le numéro de mon avocat, Maître Pierre Dubois, un requin du barreau parisien qui facturait 500 € de l'heure et qui avait détesté Léo dès le premier jour. « Chloé ?» a-t-il répondu à la deuxième sonnerie.
Il est tard. Est-ce que tout va bien? Maître Dubois, ai-je dit, ma voix sonnant métallique, froide, méconnaissable. Je veux activer le protocole de divorce. Le plus agressif. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu le bruit d'une chaise qui roule et de papier qu'on sort d'un tiroir. Je vous avais bien dit que ce jour arriverait, Chloé. Que s'est-il passé? Il m'a frappé. En public. Il y a une centaine de témoins. Le sale bâtard, a marmonné Maître Dubois. Bien. Que voulez-vous faire? On y va en douceur ou on pratique la politique de la terre brûlée? J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Je me suis souvenu des moqueries de Manon, du mépris de Valérie, de l'arrogance de Léo vivant dans ma maison, conduisant ma voiture, dépensant mon argent tout en me traitant comme une servante glorifiée. Terre brûlée, Maître Dubois, ai-je dit sans la moindre hésitation. Je veux qu'ils perdent tout. Je veux que, lorsque j'en aurai fini avec eux, il n'ait même plus un endroit où dormir. C'est bien compris? Parfaitement. Demain à 8 heures, je gèle les comptes joints, je bloque les cartes de crédit additionnelles et je rédige l'assignation en référé pour l'expulsion. La maison est à vous, Chloé. Bien propre acquis avant le mariage. Il a signé le contrat de séparation de biens, même s'il ne l'a probablement pas lu attentivement, par pure arrogance. Faites-le. Et Maître Dubois enquêtait sur les finances de la prétendue société que Léo dit gérer. Je soupçonne qu'il a détourné des fonds de mes comptes d'investissement, auxquels il avait accès en tant que gestionnaire. Je m'en occupe. Reposez-vous, Chloé. Demain, la guerre commence. J'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. Le lendemain matin, le chaos a commencé. Je me suis réveillé avec 45 appels manqués de Léo, 20 de Valérie, 10 de Manon et des centaines de messages. Au début, c'était des menaces. Où es-tu? Rentre à la maison et arrête ton mélodrame. Puis, de la confusion. Chloé, ma carte a été refusée à la station-service. Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, la panique. Chloé, la banque dit que les comptes sont gelés. Appelle la banque tout de suite. Je n'ai répondu à rien. J'ai pris une longue douche, j'ai enfilé mon plus beau tailleur pantalon, un modèle blanc immaculé qui criait le pouvoir, et je suis parti à mon bureau. À midi, Léo a débarqué dans mon entreprise. Il était dans un état lamentable, portant les mêmes vêtements que la veille au soir. Il a tenté de forcer le passage à la sécurité, mais j'avais mis à jour la liste d'accès le matin même. C'est ma femme. Laissez-moi passer. Hurlait-il dans le hall d'entrée. Je suis descendu pour l'accueillir. Je ne l'ai pas fait monter dans mon bureau privé. J'ai laissé la scène se dérouler dans le hall, devant mes employés et mes clients. Qu'est-ce que ça signifie, Chloé? A-t-il crié en me voyant. Mes cartes ne fonctionnent plus. Maman est hystérique. On a dû emprunter de l'argent pour payer le taxi. J'ai croisé les bras, gardant une distance de sécurité. Mes gardes du corps n'étaient qu'à un pas de lui. Ça signifie que c'est terminé, Léo. Pour une gifle? A-t-il demandé, incrédule. S'il te plaît, Chloé. Tu m'as provoqué. J'étais stressé. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton mari. Tu étais mon mari, ai-je corrigé. Maintenant, tu es mon défendeur. Je lui ai tendu une enveloppe Kraft que Maître Dubois m'avait fait parvenir par coursier. Qu'est-ce que c'est? Ton avis d'expulsion. Tu as 24 heures pour récupérer tes affaires et celles de ta mère dans ma maison. Léo a ri. Un rire nerveux, incrédule. Tu es folle. C'est notre maison. C'est la maison des Deux Montagnes. Lis les papiers, Léo. La maison, c'est moi qui l'ai achetée. L'acte de propriété est à mon nom. Tu n'es qu'un occupant sans droit ni titre. Et étant donné que tu m'as agressé physiquement hier soir, j'ai demandé une ordonnance de protection qui me permet de te faire expulser immédiatement. Le visage de Léo est devenu livide. Tu ne peux pas faire ça à ma mère. C'est une femme âgée. Ta mère a 55 ans et une santé de fer pour m'insulter. Je suis certaine qu'elle pourra trouver un petit appartement. Peut-être que Manon pourra l'aider avec l'argent de son fiancé.
Mais attends, le fiancé de Manon a rompu les fiançailles ce matin. Quoi? Léo a reculé d'un pas. Oui. Il se trouve que le fiancé de Manon était à la fête. Il a vu comment tu m'as frappé. Il a vu quelle sorte de gens vous étiez. Et quand il a appris, grâce à quelques rumeurs bien placées, que vous étiez en réalité ruiné et que vous viviez sur mon dos, il a décidé qu'il ne voulait pas s'allier à des escrocs. Léo tremblait de rage. Tu es une vipère. Tu as ruiné ma sœur. Vous vous êtes ruiné tout seul. Maintenant, pars. Si tu remets les pieds dans mon entreprise ou dans ma maison après le délai imparti, je te fais arrêter. Léo est sorti de l'immeuble en hurlant des menaces, mais on pouvait lire la peur dans ses yeux. Il savait que j'avais repris le contrôle. Mais ce n'était pas la fin. C'était seulement le début. La semaine suivante, Léo a tenté de jouer la carte de la victime. Il est allé voir la presse, a donné des interviews en disant que j'étais une femme froide et calculatrice qu'il avait abandonnée dans un moment difficile. Il a essayé de salir ma réputation professionnelle. Mais j'avais quelque chose de mieux que des mots. J'avais des audits comptables. Maître Dubois a trouvé ce que nous cherchions. Léo n'avait pas seulement dépensé mon argent sans compter, il avait aussi falsifié ma signature pour détourner des fonds d'un de mes comptes d'investissement vers un compte secret aux îles Caïmans. Près de 200 000 € en 2 ans. Ce n'était plus une affaire civile. C'était une affaire pénale, fraude, abus de confiance et faux en écriture. J'ai décidé que le coup de grâce ne serait pas porté dans le silence d'un tribunal, mais en public, tout comme sa gifle. Les deux Montaigne, dans leur désespoir de maintenir les apparences, ont décidé d'organiser un dîner de réconciliation. Ils ont invité des amis communs et des parents éloignés, tentant de me mettre une pression sociale pour que je revienne. Ils m'ont envoyé une invitation formelle, comme si de rien n'était, avec un mot de Valérie: Chloé, arrête tes caprices et viens dîner. Nous devons parler des arrangements pour la maison. Nous te pardonnons. Il me pardonnait. L'audace était incroyable. J'ai accepté de venir. Je suis arrivé au dîner. C'était dans un restaurant étoilé qu'ils s'attendaient, bien sûr, à ce que je paie à la fin de la soirée, puisque leur carte ne fonctionnait plus. Léo était là, dans un costume vieillot, l'air hagard mais toujours aussi arrogant. Valérie et Manon étaient assises, me regardant avec supériorité, pensant que ma présence signifiait que j'avais cédé. Je suis entré. Je portais la même robe rouge que lors de notre premier rendez-vous, mais cette fois, ce n'était pas pour séduire. C'était la couleur de la guerre. Chloé, ma chère, a dit Valérie, tendant la main sans se lever. Je savais que tu retrouverais la raison. Assieds-toi. Léo est prêt à te pardonner pour le scandale du blocage des comptes si tu nous rends l'accès aujourd'hui même. Je ne me suis pas assise. Je suis resté debout, au bout de la table. Je ne suis pas venu dîner, Valérie. Léo s'est levé. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire? Nous humilier encore plus? Assieds-toi et arrête cette comédie. Nous devons payer l'hypothèque de la maison de campagne. J'ai sorti un dossier noir de mon sac. Je suis venu te rendre quelque chose, Léo. Quoi? La bague? A demandé Manon avec un ricanement. Garde-la. C'est une fausse de toute façon. J'ai ignoré Manon. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti un épais document juridique. Je suis venu te rendre ton nom de famille. J'ai jeté les papiers du divorce sur la table. Ils ont atterri sur l'assiette à pain de Léo. Ils sont déjà signés de ma main. Il ne manque que ta signature. Tu récupères ton nom. De Montaigne. Il est tout à toi, parce que c'est la seule chose qui te reste. Léo a regardé les papiers avec dédain. Je ne signerai rien. Nous irons au tribunal et je te prendrai la moitié de ton entreprise. Je ne crois pas, non. J'ai sorti le deuxième document. Une copie de l'audit financier et un mandat d'amener. Parce que si tu ne signes pas ça et que tu ne renonces pas à toute prétention financière, je remets ceci au procureur de la République. Léo a lu le papier. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que c'est? A-t-il murmuré. Des preuves, Léo. Des preuves que tu as falsifié ma signature pour voler 200 000 €. Des preuves de fraude. J'ai les experts prêts à témoigner. Si ça arrive devant un juge pénal,
tu risques entre 5 et 10 ans de prison. Un silence de mort s'est abattu sur la table. Valérie a porté la main à sa poitrine. Léo, est-ce que c'est vrai? A demandé sa mère. Tu as volé de l'argent? C'était notre argent, maman. A hurlé Léo, acculé. Elle est ma femme. C'était l'argent de mon entreprise, ai-je corrigé. Et le voler est un crime. Je me suis approché de Léo, envahissant son espace personnel, exactement comme il l'avait fait avec moi tant de fois. Tu as deux options, Léo. Option A, tu signes le divorce maintenant, tu renonces à tout, tu quittes Paris et tu disparais de ma vie. Je ne dépose pas de plainte au pénal. Je considère l'argent volé comme le prix à payer pour me débarrasser de toi, et tu restes un homme libre. J'ai fait une pause, savourant sa terreur. Option B, tu sors d'ici menotté. La police attend dehors, Léo. Je les ai appelés avant d'entrer. Ils n'attendent que mon signal pour exécuter le mandat pour fraude. Léo a regardé par la fenêtre du restaurant. Il a vu les gyrophares bleus d'une voiture de police se refléter sur la vitre. Il a commencé à transpirer à grosses gouttes. Il a regardé sa mère, mais Valérie a détourné le regard, honteuse. Manon pleurait en silence, sachant que sa réputation était finie. Donne-moi un stylo, a dit Léo, la voix brisée. Je lui ai tendu mon stylo plume. D'une main tremblante, il a signé les papiers du divorce. Il a signé la renonciation à tous ses biens. Il a signé sa défaite totale. J'ai repris les documents, j'ai vérifié la signature et je les ai rangés dans mon dossier. Ce fut un plaisir de faire affaire avec toi, Léo. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? A-t-il demandé, vaincu, affalé sur sa chaise. Je vais être heureuse, ai-je dit. Et je vais profiter de mon argent, de ma maison et de ma vie. Sans parasite. Je me suis retourné pour partir. Chloé, m'a appelé Valérie d'une voix suppliante. Qu'est-ce qui va nous arriver? Nous n'avons nulle part où aller. Je me suis arrêté et je l'ai regardé une dernière fois. Je me suis souvenu de toutes les insultes, de toutes les fois où elle m'avait fait me sentir inférieur. Vous avez le nom de Montaigne, Valérie. Servez-vous-en. J'ai entendu dire que le prestige nourrit très bien l'ego. Même si ça ne remplit pas l'estomac. Bonne soirée. Je suis sorti du restaurant. L'air de la nuit parisienne ne m'avait jamais paru aussi doux. En sortant, je suis passé à côté de la voiture de police. Je ne les avais pas appelés pour l'arrêter, les policiers étaient juste en train de dîner. Mais Léo ne le savait pas. La peur a été sa véritable prison. Des mois plus tard, j'ai appris que les deux Montaigne avaient dû vendre le peu qu'il leur restait. Léo travaille maintenant comme vendeur dans un magasin de chaussures, vivant dans un petit appartement avec sa mère, qui ne cesse de lui reprocher son échec. Manon a dû chercher un vrai travail pour la première fois de sa vie. J'ai repris mon nom de jeune fille. Mon entreprise a connu une croissance de 40% cette année-là, libérée du fardeau financier qu'était mon ex-mari. Parfois, on ne répond pas à la violence par la violence. On y répond par le succès, par l'intelligence, et par la froideur de savoir quand rendre le coup là où ça fait le plus mal, au portefeuille et à l'orgueil. Léo m'a giflé en pensant qu'il me contrôlait. Au final, cette gifle a été le coup d'envoi de ma nouvelle et merveilleuse vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez ressenti la satisfaction de voir Léo et sa famille toxique chuter, écrivez « Justice pour Chloé » dans les commentaires. Et souvenez-vous, ne laissez jamais personne lever la main sur vous, et encore moins vous enlever votre valeur. On se voit dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour plus d'histoires de vérité et de justice.